Parlons du marché, des stratégies d'investissement pour cette année 2023 avec Kevin Tauzet qui est à mes côtés en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour Grégoire. Première prise de parole d'un membre du comité d'investissement de Carmignac dans Smart Bourse cette année avec un rendez-vous pour tous vos clients investisseurs le 19 janvier, réunion annuelle. On aura tous les détails, effectivement, de l'analyse, la réflexion qui nourrit, qui viennent nourrir les stratégies. Il y a un grand nombre de gérants et des analystes qui se feront le plaisir d'exposer nos vues le 19 janvier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'ici là, Kevin ? Moi, j'aimerais bien qu'on dise un mot quand même de ce début d'année, qui s'inscrit d'ailleurs dans le sillage d'un rallye d'automne qui s'est jamais vraiment arrêté, peut-être sur les dernières semaines de décembre, un peu de retracement sur les actions européennes, mais le rallye semble vouloir se prolonger. Le début d'année m'a poussé à ressortir le terme de Goldilocks. Oui. L'environnement parfait, idéal, ni trop chaud, ni trop froid. On a des surprises à la baisse sur l'inflation en zone euro qu'on n'attendait peut-être pas aussi vite et aussi forte. Et puis, toujours cette résilience de l'activité. Alors, on s'y habitue, mais encore une fois, les enquêtes PMI, par exemple, ont été révisées à la hausse en Europe et laissent entendre que le quatrième trimestre sera encore un trimestre de croissance pour la zone euro. Oui, c'est un peu comme si on avait fait avance rapide et que c'était déroulé en quelques semaines ce qu'il était raisonnable d'espérer ou d'escompter sur l'échelle de un ou deux trimestres. Alors c'est vrai que sur le front de l'inflation, eh bien, tout le monde pensait que l'inflation allait prendre beaucoup de temps à baisser et le rythme de désinflation, eh bien, il est bien plus, en tout cas il semble, et sembler, le mot est important, il semble bien plus rapide que ce qui était escompté. Et puis sur le fond de la croissance, les opérateurs anticipaient une récession en zone euro. Ça y est, elle est derrière nous potentiellement. Et puis la réouverture de l'économie chinoise. Voilà, ce qui était largement intégré, c'était qu'elle se fasse plutôt à la fin du premier trimestre de 2023 avec la fin de l'hiver et de la saison grippale. Là aussi, on est quasiment réouvert. Ça sera le 8 janvier. Les touristes chinois arrivent. Et le 8 janvier, les touristes étrangers pourront revenir en Chine. C'est ça qui est dingue. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, on a vu des marchés, et notamment des marchés financiers qui étaient largement sous-détenus, notamment les actions européennes, certains marchés de taux aussi, eh bien, profiter largement, d'une forme de redéploiement de liquidités dans ce contexte. Ouais, pour le dire clairement, les marchés actions européens et chinois sont les leaders du moment. Les marchés américains sont laissés sur le bord de la route, d'une certaine manière. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est rare ce genre de divergence ou de dichotomie. Bien sûr, une fois qu'on a fait ce constat d'environnement de Goldilocks, de forme de conte de fées, il y a quand même 3 remarques qui me semblent importantes. La première, c'est qu'on assiste à une vraie surperformance des marchés d'actions européens et chinois dans ce contexte. Alors sur la Chine, on peut l'entendre parce que ça accélère très très fort. Il me semble qu'il y a quand même des signaux derrière ça. Le premier, c'est que 2023, ça sera sans doute l'année de la diversification, c'est important. On a vu aussi une tendance de rebond des marchés d'actions européens qui s'est fait dans le sillage d'une bonne tenue de la devise et de la monnaie unique. Et ça aussi, ça attire des investisseurs internationaux. C'est pas l'effet de change qui explique la performance des actions européennes. Non, mais c'est vrai que ça aide à attirer des capitaux. Ouais. Et puis il y en a un autre, c'est les valorisations. Et que, une des grandes leçons de 2022, ça a sans doute été la corrélation ou la recorrélation à la baisse entre les actions et les obligations. Mais c'est aussi que les valorisations, ça compte. Et quand on a des marchés d'actions européens qui sont valorisés entre 11,5 et 12 fois sur les résultats de l'année à venir, eh bien, c'est aussi une forme de support. Pourquoi est-ce qu'il faut se méfier de l'inflation ? Et c'est déjà une discussion qu'on avait en fin d'année avec vous, Kevin. Tout le monde a dans les cartes, effectivement, cette baisse de l'inflation qu'on observe, qui est peut-être plus rapide, plus forte que prévu. Il y a l'idée où, en tout cas, il y a le risque que cette baisse puisse être en trompe-l'œil d'une certaine manière. Est-ce que c'est une vraie baisse qui laisse augurer effectivement que les banques centrales sont en train de gagner la partie, qu'elles ne puissent pas le dire aujourd'hui, c'est une chose, mais est-ce que le marché peut être de plus en plus convaincu que cette idée, ou est-ce qu'il faut continuer d'être très humble vis-à-vis de la trajectoire d'inflation qu'on constate ? Le terme qu'on employait, c'était cette forme d'illusion de la désinflation. Il y a clairement un rythme de désinflation qui se met en place, mais il est essentiellement porté par la dynamique qu'on voit sur les marchés des matières premières, pétrole et gaz notamment. Quand on regarde en dessous de cette inflation globale, plutôt l'inflation sous-jacente, eh bien elle a plutôt tendance à accélérer. Alors on aura des chiffres, il n'y a pas que les chiffres de l'emploi. Vendredi, il y a aussi des chiffres de l'inflation en zone euro, et il est attendu que cette inflation sous-jacente en zone euro, eh bien elle soit
plus élevée pour le mois de décembre qu'elle ne l'a été pour le mois de novembre. Et donc ça prêche plutôt pour des banques centrales qui pourraient être amenées à durcir le ton, et ça d'autant plus si on a, on va dire, une détente beaucoup trop forte sur les conditions financières dans le sillage de ce rebond des marchés. Donc voilà, en termes de séquence, alors évidemment, vu l'ampleur des mouvements et la rapidité des mouvements, il peut y avoir une respiration, mais ça prêche plutôt pour un premier trimestre qui serait plutôt favorable aux actifs risqués, avec après, par la suite... Le moment de vérité viendra peut-être un peu plus tard que ce qu'on imaginait encore. Que le deuxième trimestre ou la suite de l'année sera sans doute un petit peu plus difficile. Est-ce qu'il y a un risque, et comment on l'évalue d'ailleurs, de voir l'inflation baisser et repartir à la hausse? C'est-à-dire le risque des années 70 que martèlent à chaque fois tous les membres de la Réserve fédérale américaine notamment, ça transparaît encore dans les minutes, on ne relâchera pas les efforts tant qu'on n'aura pas de preuves substantielles, et c'est pas 2, 3, 4 chiffres d'inflation visiblement qui suffisent de ce point de vue-là. Est-ce que c'est un risque réel qu'on ait, alors je ne sais pour quelle raison, mais un rebond de l'inflation qui, pour le coup, prendrait tout le monde à revers? Bien sûr, c'est un vrai risque, parce que là aussi, on va dire cette première baisse un peu plus mécanique de l'inflation, on l'a dit, elle se fait largement par la dynamique qu'on a vue sur les matières premières, mais il y a clairement un risque de rémanence de cette inflation-là. Et typiquement, quand on regarde ce qu'anticipent certains marchés, par exemple des marchés obligataires, eh bien on voit qu'aux États-Unis notamment, le point bas de l'inflation pour 2023, il n'est pas attendu à décembre 2023, il est attendu pour le mois de juin 2023. Incroyable. Et donc, il y a bien ce risque-là, et c'est pour ça qu'en termes de séquence, ce premier trimestre, il est peut-être plutôt favorable aussi. On sera à 2% d'inflation en juin, là. Alors, 2,2, c'est ce qui est anticipé par les marchés obligataires aux États-Unis. Par contre, la suite, elle pourrait être plus compliquée, parce que s'il y a une vraie, on va dire, reprise de l'inflation, ou si on s'aperçoit que clairement on a une inflation qui est beaucoup plus persistante, eh bien là, on pourrait voir des banquiers centraux, pour le coup, et la Fed notamment, durcir le ton. Ça, à un moment où sans doute que les annonces de résultats des entreprises seront peut-être un petit peu moins favorables, parce que, on le sait, la première partie, on va dire, le premier effet de l'inflation, il est plutôt positif pour les résultats des entreprises, la suite un petit peu moins, et pareil, les hausses de taux, elles mettent du temps à se diffuser. Si on regarde même un peu au-delà de 2023, l'idée de cette rémanence de l'inflation, est-ce que vous êtes de plus en plus convaincu que c'est un risque qui va nous accompagner pendant longtemps? L'idée qu'on va avoir des vagues d'inflation, de désinflation, à nouveau des vagues d'inflation, c'est pas du tout le schéma qu'on a connu depuis 10-15 ans, où c'était vraiment encéphalogramme plat sur l'inflation. Alors oui, on en est convaincu chez Carmignac, c'est-à-dire que, alors là aussi, c'est un phénomène auquel on s'est déshabitué au cours des 10 dernières années, mais qui était très présent. Pas forcément une mauvaise nouvelle pour les investisseurs, ça veut dire que ça remet un peu de cycle. Exactement, le cycle économique revient. Alors là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gestions actives, qui peuvent essayer d'anticiper justement ces points d'inflexion dans le cycle. Mais oui, on a de bonnes raisons de croire que l'inflation et en tout cas l'environnement du plus bas pour plus longtemps est sans doute derrière nous, parce qu'on a des facteurs qui ont été très importants, qui ont contribué à cette baisse des prix, que ce soit la mondialisation, on a plutôt les mouvements inverses aujourd'hui, des rapatriements de chaînes de production, on a aussi des tendances démographiques, des tendances d'épargne qui prêchent aussi pour une inflation un peu plus structurelle que ce qu'on a eu par le passé. Ce sera d'ailleurs un des on va dire, facteurs clés à suivre cette année 2023 pour générer de la performance. Bien sûr. Vous disiez diversification. C'est souvent une recommandation générale qu'on fait quand on investit. Il faut être diversifié. À quoi sert pourquoi c'est une année pour être diversifié d'une certaine manière, Kevin? Je parle sur le plan global macro. Est-ce que ça veut dire effectivement qu'on va avoir une année désynchronisée entre la reprise chinoise, peut-être une récession américaine plus tardive que ce qu'on imagine, une Europe qui finalement arriverait à passer à peu près entre les gouttes, ou est-ce qu'à un moment il y a l'idée que tout converge? Alors oui, on a une vraie, en tout cas une poursuite de la désynchronisation du cycle mondial, et ça devrait aussi être le cas en 2023. C'est vrai sur les trajectoires de politiques économiques. Alors voilà, la récession en zone euro, elle est quasiment derrière nous. Il y a quand même une consommation qui devrait être plutôt favorisée par, là aussi, cette baisse de l'inflation globale, alors que la dynamique sur les salaires, elle s'est pas du tout retournée. On a une demande externe
pour nous, Européens, qui sera sans doute aussi meilleur qu'attendu, parce que la Chine réouvre plus vite, la récession américaine, elle est différée, donc ça, c'est aussi plutôt une bonne nouvelle sur ce point de vue-là, donc une forme de reprise en zone euro. Alors, je ne crois pas qu'il faille se faire trop d'illusions sur la vigueur de la reprise, parce qu'il y a quand même un environnement monétaire qui sera, lui, un petit peu plus dur, mais ça illustre bien cette première, on va dire, étape dans la désynchronisation du cycle mondial. En Chine, la réouverture, et là aussi, alors évidemment, ça ne se fait pas de façon linéaire, mais il y a quand même 2000 milliards d'épargne excédentaire en Chine. Et on a vu l'effet que ça avait quand cette épargne excédentaire se déploie dans un contexte de réouverture. Et puis, les États-Unis, ça viendra sans doute dans un second temps. Donc, désynchronisation des cycles économiques et puis désynchronisation des trajectoires de politique monétaire aussi. Oui. La BCE sera plus au quiche que la Fed cette année. Eh bien, la BCE sera plus au quiche que la Fed cette année parce que le point bas de l'inflation en zone euro, il n'est pas du tout attendu pour le mois de juin en l'occurrence. On a des marchés obligataires qui commencent quand même à bien intégrer ce qui va se passer sur le front de la politique monétaire, en tout cas sur la première séquence. On parlait des taux terminaux aux États-Unis. Les taux terminaux en zone euro, ils sont entre 3,25 et 3,5%. À peu près là où la BCE veut les voir aujourd'hui. Exactement. Donc ça induit quand même une baisse de la volatilité sur les marchés de taux. Mais on voit bien là aussi la tendance qu'on peut avoir sur ces trajectoires de politique monétaire. Et dans le même temps, on a un acteur majeur de la politique monétaire mondiale, qui est la Banque du Japon, qui a pris tout le monde de court qui va monter ses taux mi-décembre, qui a, on va dire, élargi son seuil de tolérance à voir des taux plus hauts, et qui là, elle est en train d'infléchir sa politique monétaire. Et donc dans cet environnement de désynchronisation et de politique monétaire et de politique budgétaire, on voit bien les vertus que peut avoir la diversification, ça d'autant plus dans un contexte où on a quand même des actifs qui ont en tout cas si je regarde les grands marchés, américains, européens ou japonais, et chinois aussi, qui ont des niveaux de valorisation qui sont très, très différents. Oui, bien sûr. Comment on opère sur le marché obligataire aujourd'hui dans ce contexte, Kevin? Est-ce qu'il y a une distinction à faire entre l'obligataire américain et l'obligataire européen avec cette désynchronisation que vous expliquez en matière de politique monétaire? Est-ce que c'est le moment de reprendre de la duration, de se remettre long à l'achat sur du souverain moyen-long terme? Alors, on va dire un des autres marqueurs forts de 2022, c'était quand même cette hausse des taux absolument importante sur les taux réels de dépôt, sur les taux nominaux, mais sur les taux réels aussi. Ces taux réels, ils sont repassés en territoire positif. Donc ça veut quand même dire qu'on retrouve une forme de valeur de protection sur ces marchés-là, sur ces instruments-là. Donc oui, ça fait plutôt sens d'avoir des positions acheteuses sur des obligations avec des maturités un peu plus longues, notamment aux États-Unis, parce que là aussi, si on a bien, on va dire, une surprise, une mauvaise surprise, en tout cas une inflation qui est un peu plus rémanente, on aura une réserve fédérale qui devra accentuer son tour de vis, et ça devrait peser sur les taux les plus longs aux États-Unis. En zone euro, c'est un petit peu différent. Là aussi, la baisse de la volatilité sur les marchés de taux, c'est pas vraiment faite dans ce début d'année. Alors plutôt pour des bonnes raisons, une des baisses très fortes sur les taux européens, mais on a quand même un calendrier d'émission qui est particulièrement chargé. À peu près historique. C'est ça, 100 milliards, ne serait-ce que sur le mois de janvier. On a la France aujourd'hui qui vient émettre aussi, plutôt sur des maturités longues. 10 ans, 20 ans, et donc ça invite à un peu plus de prudence sur ces portions de taux. Oui, c'est ça. Souvent, les trésors nationaux se dépêchent en début d'année d'émettre au maximum, d'autant que là, à partir du 1er mars, la réduction passive du bilan de la BCE commence. Exactement. Elle a eu le bon goût de ne pas commencer au 1er janvier, de ce point de vue-là. Donc ça laisse une fenêtre de tir, on va dire, pour émettre sans la pression mise par le bilan, la baisse du bilan de la BCE. Il va falloir quand même regarder comment est-ce que c'est absorbé, comment c'est digéré par les marchés. Donc un peu plus prudent globalement. Après, sur ces stratégies de longue en duration, donc acheter beaucoup d'obligations longues, on en a remis dans les portefeuilles, on en a quand même beaucoup moins que ce qu'il y en a dans les indices. Pas de complaisance pour autant. Et sur la partie action, alors pour conclure là-dessus, donc Europe, Chine, ça reste pour vous effectivement des tendances constructives pour au moins ce début d'année 2023 Alors Europe,
Chine et Japon. Donc voilà, on a aussi Et la diversification et il nous semble qu'elle est particulièrement importante. Voilà, en zone euro, on l'a dit, on a un environnement de reprise économique, ou en tout cas de trajectoire de croissance économique qui est moins mauvais que ce qu'on pouvait craindre. Donc ça, c'est quand même un facteur de support pour les valeurs européennes. D'autant que certaines sont quand même plutôt exposées à la Chine. Bien sûr. Voilà, ça fait quand même 2 bonnes raisons d'y être investi. En Chine, on a vu un rebond très fort des valeurs, notamment celles qui sont liées à la réouverture, les bars, les restaurants, les agences de tourisme ou de voyage. Le rebond, il a été très fort, mais on est quand même encore assez loin des niveaux qui prévalaient en février 2021. Exactement. Et puis, pour l'instant, ça a surtout été, on va dire, une forme de rotation sectorielle. C'est des fonds spécialistes qui sont investis. On n'a pas encore vu les grands fonds internationaux globaux y être investis. Et donc, c'est des marchés qui sont aussi sous-détenus. Et ça, c'est un autre facteur de support. Et c'est vrai pour les marchés d'actions chinois, les marchés d'actions européens et les marchés d'actions japonais. Merci beaucoup, Kevin. Merci d'avoir été avec nous dès cette première semaine 2023 pour esquisser les grandes tendances en matière d'investissement qui animent les stratégies de Carmignac. Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, qui était l'invité de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct.